importante de Game of Thrones. So could you explain what your work as a concept artist and a storyboarder, what does that consist of? Maybe concept artist first, because you... The concept side of the work would be where you're interpreting part of a world and you need to try and find the reality in that world, and you turn it into artwork, which is then created into it's like the first job I had was weapons. So I was conceptualizing the weapons for Game of Thrones. All those weapons had to be made, and when they were made, they had to be used as real weapons. They had to feel right, they had to be right. And so, as a conceptual artist, you have to immerse your head in the world that you're going to be inventing. Donc le travail de concept artiste, il faut vraiment s'immerger totalement dans le monde auquel on va se confronter, qu'on doit traduire. Donc il s'agit en fait de s'imprégner de ce monde-là et d'en traduire ce qui est la réalité, même si c'est de la fantaisie. Un exemple concret, ce sont les armes, c'est la première chose sur laquelle j'ai dû travailler. Donc il faut que ces armes, je puisse les dessiner, les imaginer, leur donner une identité, et en même temps que ces armes, puisqu'elles vont être fabriquées par l'armurier de Thrones, donc il faut vraiment qu'elles soient efficaces et qu'elles soient ergonomiques. Donc voilà, qu'on puisse les manier. Et pour les épées, il y en a plusieurs. Il y a celles qui servent simplement pour les plans de caméra, il y a celles qui servent également pour les combats. Voilà, donc il faut imaginer tout cela à la fois. And the storyboard? And the storyboarding side of things was where my job was to work with the directors, 5 different directors each season, and interpret the version of a story that the director wishes to see on the screen. To try and make it as interesting as possible for everybody that's going to view it. Again, for me, it's the need to immerse ourselves within that world so that what we are actually portraying is the best version that we can actually make at that time. So in a way, it ends up being like a comic strip version of what the film will be, or certain sections of the film, the TV series. And it's not always about it being the most dramatic parts of the series either. Sometimes it's just difficult camera shots, difficult movement, interesting movement, whatever. Sometimes it's CGI elements, so that we can tell the story knowing where the CGI elements are. And then we get down to the nitty-gritty of making a piece of work where the producers look at it and say, that's too expensive, we have to cut that out, and you have to find a new way of telling the story. En tant que storyboarder, ma première interface, c'est le réalisateur. Il y a 5 réalisateurs par saison de Game of Thrones, et donc à chaque fois je travaille avec chacun d'eux afin de donner la meilleure version possible, qui sera la version de ce réalisateur d'un épisode de Game of Thrones. Donc c'est encore une fois vraiment de l'immersion. Parfois les séquences qu'on doit dessiner ne sont pas forcément les plus dramatiques, parce que très souvent le storyboard, effectivement, ce sont des séquences d'action, mais ça peut également être simplement un moment où il faut savoir où exactement placer la caméra. Voilà, savoir en amont pour réduire les coûts de production, savoir exactement où, dans quel angle, voilà. Et après, je pense qu'il vous parlez également de certaines parties de son storyboard qui ont été filmées directement tel quel. Et donc, il y a également des séquences qui doivent absolument être extrêmement précises au niveau technique. Wait, Which bit was it? Oui, non, Unreal, ça peut être aussi dans la manière de contourner les décors, la manière dont on va mettre en place. Donc c'est vraiment de la mise en scène au plus près. Merci. Marianne Chaillard, vous êtes philosophe et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Game of Thrones, vous êtes professeur de philosophie, pardon. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Game of Thrones. Comment s'est passée cette rencontre avec cette série? La rencontre initiale, alors. Oui, comment vous avez découvert? Alors, je faisais un cours de philosophie morale à l'université et je parlais d'un philosophe qui s'appelle Kant, qui n'a pas grand-chose à voir a priori avec Game of Thrones.
quand mes étudiants m'ont dit mais en fait madame ce que vous nous expliquez ça se trouve dans une série géniale qui s'appelle Game of Thrones. Donc je suis allée la voir et j'ai constaté qu'ils avaient raison et que cette série, aussi populaire soit-elle, regorge de philosophie. Donc je me suis donné pour tâche dans un premier livre de dévoiler toute la philosophie qui se trouvait alors dans ma série, mais on était à l'époque à la saison 5. Donc là on peut en parler je pense sans tabou. Oui, je crois. C'est le moment où Jon Snow est poignardé par ses frères de la garde de nuit. Donc ça s'arrêtait là, et les livres aussi. Et donc j'ai fait mon premier livre en disant qu'est-ce qu'il y a de philosophique à l'heure actuelle. Voilà. La série a continué. J'ai découvert la 6e saison, la 7e et la dernière. Pour cette dernière saison, on m'avait commandé, une chaîne qui s'appelle Combini, m'avait commandé une série de portraits philosophiques des personnages, exercice auquel je me suis prêtée de façon voilà, très enthousiaste. Et puis ensuite, j'ai découvert cette nouvelle saison. Alors, bon. Non, mais je suis obligée quand même de partir des émotions que j'ai ressenties. J'essaierai de ne pas dévoiler la fin, mais je pense que vous prenez des précautions inutiles, car tous ceux qui sont intéressés par Game of Thrones n'ont pas pu résister au plaisir de la voir en avril. Hein. Alors, j'ai attendu cet événement, je pense que j'étais dans le même état, vous vous rappelez que ce petit garçon qui se précipite pour voir l'armée de Daenerys Targaryen, on s'est tous précipités devant notre poste de télévision avec un enthousiasme démesuré. Chaque épisode, je sais pas vous, mais moi c'était un moment ritualisé. Les volets fermés dans le noir, téléphone coupé, le monde n'existait plus à part l'épisode de Game of Thrones. Et bon, j'ai adoré La Longue Nuit, un épisode éblouissant, vraiment. Et puis après, étant fan de Daenerys Targaryen, j'ai commencé à souffrir. Je dois avouer tout ça devant ce monsieur qui a travaillé sur la série, mais effectivement j'ai souffert beaucoup. Et je dois dire aussi, pour être honnête, que j'ai été un peu déçue. Nécessairement. Alors, j'ai retrouvé sur internet, mais monsieur ne l'ignore pas, l'expression des mêmes sentiments chez beaucoup de fans. Une forme de déception, terrible. Et puis, quand on aime, on n'en reste pas à une déception. Donc je me suis dit... I was disappointed for 2 years because I knew the end. Ah oui, j'imagine, j'ai été déçu pendant 2 ans parce qu'en fait je connaissais la fin 2 ans avant. Voilà, très bien, je peux parler en toute honnêteté. Donc j'étais très très déçue. Et je me suis dit, j'ai vu le documentaire The Last Watch. J'ai vu tous ces gens qui étaient aussi passionnés, sinon plus passionnés que moi encore par la série. Et je me suis dit que nécessairement tous ces gens-là n'avaient pas pu, comme certains le prétendaient, bâcler la fin. Clairement pas du tout. Donc cette fin obéissait à une logique souterraine. Quand bien même nous étions déçus, il y avait du sens. Et donc je me suis mis en quête de chercher ce sens philosophique. Et il se trouve que j'ai une sorte de révélation sur la fin, donc je ne peux pas dire, apparemment. Mais juste, et quand j'ai trouvé... Il faut lire un livre pour savoir. Et quand j'ai trouvé le sens, tout s'est éclairé et ça m'a réconcilié avec cette fin. La déception s'est effacée pour arriver à dire que tout est bien. Do you actually think George intended it? Alors, mais peut-être vous avez la réponse? Because of course, George was meant to inform David and Dan what the ending was going to be, and David and Dan then did their version of what the ending was. So obviously all the big pointers are George or Martin stuff. But do you think George really intended what you've seen? Donc oui, bien sûr. En fait, George R. R. Martin, comme vous savez, les livres se sont arrêtés à un moment, donc la série télé devait continuer. Et donc avec les showrunners, les 2 showrunners, ils ont demandé à George R. R. de valider les points saillants, les points essentiels qui menaient vers la fin. Seulement, malgré tout, est-ce que, donc sa question c'est, est-ce que vous pensez vraiment que George R. R. Martin était d'accord avec ce qui s'est passé effectivement à la fin sans la dévoiler? J'en ai aucune idée. Ce qui... Non. Non plus. En fait, vous savez que le débat portait... Quand
au fait de savoir si le fait que Bran... Ok, tout le monde le sait. Le fait que Bran monte sur le trône, est-ce que ça, c'était la volonté de George Martin? Et j'ai lu des interviews sur le site de HBO, j'ai vu ça. Yes, he must have done, Of because course. I cannot imagine that David Bien sûr. Tennant would not have followed George's ideology. So I imagine It was. it would be, yes. Ok. So, Je traduis juste pour les gens qui peut-être parlent pas anglais, j'en sais rien. Oui, donc non, je peux pas imaginer que David et Dan, donc les showrunners, toujours, aient pu concevoir une fin qui soit quand même complètement opposée à l'opposé de l'idéologie de George Martin. mais vous voyez, c'est un moment extraordinaire là qu'on vit à Toulon parce que grâce à la présence de monsieur, nous avons nous tous une réponse à une question qui nous tourmentait depuis des mois. Est-ce que oui ou non, George Martin? Il dit c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Non, mais nous avons la réponse grâce à vous. Donc, que Bran, et je suis partie de ce postulat, que Bran monte sur le trône, c'est la volonté de George Martin. Que Daenerys devienne folle, que Daenerys Targaryen devienne folle, c'est la volonté de George Martin. Et ces deux choses me révoltaient, moi. J'étais révoltée par les deux. Mais à partir du moment où je me suis dit que c'était la volonté de George Martin, j'ai cherché du sens. Personally, I don't think Daenerys went mad enough, and I actually think that we didn't get evidence of her going crazy because everything she did seemed to be very rational in my mind. Her best friend is wiped out. What are you going to do? You're going to take out a city, of course you are. You're going to burn the damn thing to pieces because they weren't very nice people anyway. Donc moi, non, au contraire, je trouve qu'elle n'a pas été assez folle. Ils auraient dû la rendre encore plus barrée. On vient de buter son pote, donc c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand un ami meurt? Eh ben on dévaste une ville, bien sûr, on y va à fond. Et voilà, non, c'est vrai qu'on en parlait il y a pas très longtemps, on a eu ce sentiment que ils n'ont pas été assez loin en fait dans la folie de Daenerys. Elle aurait dû cramer tout le monde. Et nous avons aussi Tolkien avec... Please. Tolkien avec Jean-Sébastien Steyer qui est paléontologue et qui a travaillé sur Tolkien et les sciences. Vous savez que là où Tolkien écrit un paragraphe, Martin fait un chapitre. C'est un petit peu la différence, à mon sens, entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec l'œuvre de Tolkien? Comment ça s'est passé, comment ça s'est fait? Merci. Oui, on voit que ces univers-là, Heroic Fantasy ou Medieval Fantastic, sont passionnants, la preuve, et ils sont construits, et sont très logiques quelque part. Ce sont des univers finalement presque réels, enfin, qui obéissent à nos lois, à nous, physique, biologie. Il n'y a pas trop de lois en biologie, mais il y a des observations récurrentes. Et ce qui est jubilatoire en tant que paléontologue, c'est de regarder de mon œil de paléontologue toutes les espèces, les créatures, les dragons et tout ce bestiaire en fait imaginaire comme s'il s'agissait d'espèces fossiles que je découvrais entre les strates géologiques. Et j'ai eu l'idée en fait de faire ça sur le tard, après la découverte de Tolkien que j'ai lu gamin finalement, que j'ai revu, j'ai vu une adaptation en fait en animé d'abord dans un premier temps dans les années 80 et puis je me suis régalé en voyant l'adaptation de Peter Jackson et c'est en travaillant en fait sur la biomécanique des hobbits parce que je me suis dit mais comment des humanoïdes de petite taille avec des panards aussi longs peuvent-ils bien marcher en termes de mouvement biologique et squelettique? Il leur faudrait en fait des os, des muscles, pardon, des mollets et des fessiers démesurés pour pouvoir lever suffisamment le pied et utiliser une locomotion de type bipède comme nous, humains classiques entre guillemets, on effectue. Et c'est en faisant en fait cette petite analyse d'anatomie comparée entre mammifères, humanoïdes ou pas, présentant des métatarses très allongés, que j'ai rencontré en fait Loïc Mangin, qui est journaliste scientifique, qui lui était en train de synthétiser 2-3 articles de géologues, de vrais géologues, et qui se sont penchés sur la Terre du Milieu, et qui, en fonction des descriptions de Tolkien, essayaient d'analyser la constitution géologique et tectonique de la Terre du Milieu. Alors, on sait tous que le Mordor
c'est plein de magma et de volcans, que ça pue le soufre, et puis que Sauron, bon voilà, c'est un petit peu le chef de cette région, de ce monde-là, autant du Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais quelles sont les autres constitutions géologiques et tectoniques de la Terre du Milieu. Donc c'était un petit peu le but de l'article de vulgarisation de Loïc Mangin. Et quand j'ai vu son article sortir à peu près en même temps que le mien sur les Hobbits, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se rencontre au Poney Fringant avec de la cervoise et qu'on réfléchisse à un sommaire sympathique sur les sciences dans Tolkien. Et 4 ans sont passés, parce qu'on est 40 auteurs, 400 pages, et voilà, Tolkien et les sciences est sorti en fait le mois dernier, en même temps que l'inauguration de l'expo à la BNF que je vous conseille, qui est très sciences humaines et sociales. Nous, on a essayé d'élargir le spectre des sciences, puisqu'il y a un psychanalyste qui nous parle du cas Gollum, il y a du boulot. Il y a donc un géologue, évidemment, il y a des physiciens qui ont planché sur l'anneau. Pourquoi un métal, enfin métalloïde, peut-il être aussi lourd, aussi dense, changer de matière, enfin de texture à haute température, sans brûler les doigts, avec des agents mutagènes plus, parce qu'entre Sméagol et Gollum, il y a beaucoup de transformations, donc voilà, en fait on a pris des textes de Tolkien, avec aussi les adaptations bien sûr, et on en a fait des énoncés de sciences, et on a fait des sciences en s'amusant, et on pourrait très bien faire la même chose d'une manière multidisciplinaire. D'ailleurs on a un joli projet avec Marianne sur les sciences en fait dans Trône de Fer. À vous écouter, on se rend compte que les œuvres de Tolkien, comme les œuvres de Martin, dépassent complètement le champ littéraire. Ça entre dans plusieurs autres champs. En quoi ces œuvres-là, vous avez chacun un métier, qu'est-ce que ces œuvres vous ont apporté dans la pratique de votre métier? Je vais commencer par Marianne. Donc moi je suis professeure de philosophie. J'ai face à moi des élèves qui n'ont pas choisi d'être là. Ils ont des longues heures de cours. Ils se demandent bien quelle est cette matière qui a été inventée par des Grecs morts il y a plusieurs siècles. Et le recours aux séries télévisées, aux chansons, aux blockbusters, ça a été pour moi d'abord une médiation pédagogique. Ça a commencé, je crois, la première fois, j'ai essayé d'expliquer un texte d'un philosophe écossais qui s'appelle David Hume. Mes élèves étaient totalement à l'agonie, ce texte ne leur parlait pas du tout. Et du coup, je me suis mis à réciter, je ne sais pas du tout par quelle connexion m'a pensée, les paroles d'une chanson de Céline Dion. Et alors tout le monde s'est arrêté, les élèves ont arrêté de parler, ils se sont tout d'un coup concentrés. C'est bien ce que je pense, est-ce que la prof est en train de réciter du Céline Dion? Et je leur ai dit, vous comprenez ce qu'elle raconte Céline Dion? Elle m'a dit, bah oui quand même. J'ai dit, bah, vous voyez en fait Céline Dion, finalement, je sais pas si le micro marche toujours, Céline Dion finalement nous raconte la même thèse que David Hume. Et grâce à Céline Dion, nous avons réussi non seulement à capter l'intérêt des élèves, mais à leur donner accès à David Hume. Alors tous mes travaux ont la même finalité, non pas simplement d'en rester à Céline Dion, mais de donner accès à la philosophie. Donc montrer que la philosophie, c'est un univers aussi merveilleux que Game of Thrones, aussi merveilleux que Tolkien. Mais en même temps, j'ai aussi à cœur de défendre ces univers. Nous ici, nous les aimons tous, visiblement, mais certains les déprécient un peu comme si c'était une moindre culture. Et donc moi, j'essaye de montrer que c'est une culture qui a sa richesse profonde et que la philosophie est toujours vivante. Donc cette façon de faire de la philosophie est un outil énorme pour le professeur que je suis. Il y a une question de Will qui est, c'était quelle chanson de Céline Dion? Alors c'est une chanson française, du coup je sais pas s'il la connaît, ça s'appelle On ne change pas. Je pourrais la chanter, mais hier il y avait beaucoup de pluie. C'est écrit par Goldman, ça, non? Oui, c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est très bien, c'est une chanson qui dit on change pas, là on est tous en train d'avoir l'air d'être des adultes, vous et moi, à parler de choses sérieuses. Mais si tu grattes un peu derrière l'apparence, il y a un petit enfant qui nous ressemble. On n'a pas beaucoup changé depuis qu'on est.
Et ça, c'est un peu la thèse de ta vidéo. Magnifique. William Simpson, vous êtes dessinateur. Qu'est-ce que l'œuvre de Game of Thrones a apporté pour votre métier de dessinateur? Qu'est-ce que ça a changé? Well, just one thing. Okay, you guys have been talking science and philosophy and so on. And so all of those hours that I spent putting pentagrams on the floor and lighting candles and and creating demons and monsters were just a waste of time because that was just my imagination rather than being real. They seemed pretty real to me at the time. En fait, vous avez parlé sciences, philosophie et autres, et moi, en fait, ça prouve que toutes ces heures que j'ai passées à dessiner des pentagrammes sur le sol et à invoquer des démons et autres, ça ne servait à rien parce qu'en fait, tout ça, ça me paraissait extrêmement réel, et donc c'est sorti de I feel I'm being cheated. Voilà, on m'a menti. Sorry, your question was... Alors la question, à nouveau. Est-ce que d'avoir travaillé comme ceci pour Game of Thrones vous a apporté quelque chose dans votre métier de dessinateur? Est-ce que ça a changé quelque chose? Apart from getting me an awful lot of trips all over the planet to go to conventions and talk to other people, I suppose, for me, I mean, I hadn't read George R.R. Martin until I knew I was working on the show, and I didn't know I was working on the show when I did my first artwork for it, because my producer friend Mark Huffman had said to me, could I work on this potential TV series, which I asked, so what is it? He said, I can't tell you. So I ended up drawing knights in armor and giant wolves and beheadings and castles for a show that I didn't know what it was going to be. Okay. Donc en fait, ce que ça m'a apporté, à part voyager de par le monde, aller dans toutes les conventions possibles, et échanger donc avec des gens passionnants, ça m'a pas apporté tant de choses que ça. Non, plus sérieusement, en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur Game of Thrones, je ne savais pas ce que c'était. Mark Offerman, qui était That was Your Highness, right? Oui, c'était un film qui était un spoof movie, donc médiéval, un peu fantastique, qui s'appelait Your Highness. Je ne connais pas le titre français malheureusement. Et à ce moment-là, le producteur de ce film, avec lequel je travaillais donc régulièrement, est venu me proposer de faire des tests pour une série télé. Donc j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas te dire. Et donc, je commençais à dessiner ce qu'on me demandait, c'est-à-dire des loups géants, des hommes en armure, des décapitations, voilà, donc tout genre de trucs passionnants. Et ce n'est qu'après, en fait, que j'ai su ce que c'était. But the big thing about it was that when I found out what I was to, it was the closest thing to a world like the world of Conan that Robert E. Howard had written. And for me, there was always a wonderful thing with the Conan stories that they were set in like the Hyperborean age, and it was almost like it was a world that was our past, and it was a world that we could almost accept was real. So for me, I like stepping into something that I can imagine as being part of our history and being real time at some time. And Game of Thrones was like that for me. It was something that you invested your time today in something that you felt could have existed like this. Certainly within politics, it does exist like that. And I think that was one of the great things with Game of Thrones, was that the political side of it was the thing that really carried it through, and it just happened to have dragons. So this was the world that I kind of found myself very easily investing time in. But again, I think it stems back to the Conan books by Robert E. Howard for me. It was one of those worlds that I always wanted to inhabit, and I got to do it. Mind you, I was in a little box drawing it. I mean, it wasn't like I was out there wearing the armor and swinging the swords. I still was in my head. En fait, quand j'ai vraiment commencé à travailler dedans, moi j'ai besoin de m'imprégner d'un univers et de m'imaginer qu'en fait, à un moment donné de notre passé, cet univers aurait pu exister.
Moi j'ai toujours eu envie de dessiner le Conan de Robert E. Howard qui se passe dans les âges interboréens. Donc même si c'est un passé un peu fictionnalisé, il y a des éléments qui font que ça aurait pu être une partie de notre passé. Et c'était exactement la même chose avec Game of Thrones, avec aussi un élément de réalité qui est justement l'aspect politique. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui réellement existe. On peut penser en France au roi Baudy aussi, hein, toutes ces traditions-là. Et donc, du coup, je pouvais absolument comprendre que c'était réel. Voilà, c'était un monde politiquement sauvage, et il se trouvait simplement qu'il y avait des dragons en plus. Et à partir de là, même pour moi, c'est vraiment quand même le Conan que j'ai toujours voulu faire. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler sur un univers similaire, donc c'était parfait. Can I say just one other thing? Sorry, folks. I mean, Robert E. Howard, George R. Martin Tolkien all had a device that they used, which was their map of what the world was. And what's really interesting, the Robert E. Howard map and the George R. How many R's? Anyway, George R. Martin map are very similar. You know, they're superimposing their imaginary world onto our very real world, so that in a way it allows your idea of conceptualizing characters to be from different areas that we already know. So I think imagination works really well when we have a physical basis for them. Okay. Oui, il y avait un point commun entre Tolkien, Robert E. Howard et George R. R. Martin, c'est qu'ils ont tous les trois utilisé la cartographie, leur carte de leur monde, afin de justement pouvoir séparer des régions différentes, et ce qui me permet moi de conceptualiser davantage les personnages en se disant qu'ils viennent de tel ou tel endroit. D'autant plus qu'ils ont créé ces cartes de leurs univers imaginaires tout en les superposant à notre monde réel. Donc c'était une manière vraiment, c'est quasiment des artefacts. D'ailleurs au palais de la BNF, il y a des cartes qui sont exposées, qui sont absolument magnifiques de Tolkien. Et donc du coup, ça vraiment, c'était un outil également précieux pour moi. Jean-Sébastien Théo, vous, en tant que paléontologue, qu'est-ce que ça vous a apporté, Tolkien, dans votre travail? En fait, on voit que les relations entre l'art et la science sont très ténues parfois, et que moi, en tant que paléontologue, j'ai besoin d'artistes. Et il y a des artistes spécialisés en paléontologie qu'on appelle des paléo-artistes. Ce ne sont pas des artistes, rassurez-vous, qui viennent du paléozoïque. Ce sont des artistes vraiment naturalistes avec lesquels on travaille, on discute en fait avec eux, on leur donne notre matière première, c'est-à-dire nos planches anatomiques, les photos des fossiles que l'on va découvrir en France, en Afrique ou ailleurs. Et eux nous aident réellement à imaginer l'animal en question en 3 dimensions vivant. Parce que nous, chercheurs, on est formatés pour publier des articles scientifiques où les objets, les fossiles, sont présentés d'une manière très conventionnelle. Vue latérale gauche, vue latérale droite, vue occipitale, vue frontale, etc. Et travailler avec des artistes naturalistes, c'est pour moi un bonheur parce que c'est la cerise sur le gâteau dans l'article scientifique qu'on va publier. Quand on rajoute en fait une illustration d'un artiste, d'un paléo-artiste, il nous aide en fait à travailler. C'est pas une commande non plus entre scientifiques, d'un scientifique vers un artiste. C'est vraiment une collaboration. Et je pense qu'on retrouve ça aussi dans Tolkien et dans tous ces univers fantastiques, médiévaux fantastiques ou heroic fantasy, ou depuis Conan le barbare ou Elric le nécromancien. Si vous mettez une dose de logique dans vos rêves, ils vont être d'autant plus puissants, en fait. Vous allez y croire encore plus. Et inversement, si vous mettez un petit peu d'art dans votre science, eh bien votre science, elle va devenir un peu plus sympa, un peu plus amusante. Vous allez en parler d'une manière un peu plus facile aux autres. Et je pense que c'est vraiment un échange intéressant. Il me semble que ce que vous êtes en train de dire tous conforte une idée qui est qu'avec Game of Thrones, avec Tolkien aussi qui revient, il se passe quelque chose
c'est que les genres populaires comme la fantasy, la science-fiction dans une moindre mesure, étaient un petit peu délaissés et mis de côté. On dit parfois, par exemple dans le polar, quand un polar est bon, on va dire c'est plus qu'un polar. Quand un livre de fantasy est bon, on va dire oui, mais c'est plus que de la fantasy. Ce qui est en train de se passer montre que non, c'est pas plus que de la fantasy. C'est juste de la bonne fantasy, c'est juste un bon polar, c'est juste le genre qui parle du monde exactement comme tous les autres genres. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, je pense, à l'heure actuelle. Et ce que vous dites conforte cette idée-là que enfin, le chemin est encore long, mais enfin, les genres, qu'ils soient littéraires, cinématographiques, commencent à prouver auprès du monde qu'ils parlent du monde exactement comme les autres œuvres. Il n'y a plus personne à l'heure actuelle qui va vous dire Shakespeare, c'est plus que de la tragédie. Voilà, plus personne ne dit ça. C'est important, je pense, ce qui est en train de se passer grâce à Game of Thrones, grâce à Tolkien, grâce aussi au retour dans une moindre mesure d'auteurs comme Lovecraft. Il nous reste un quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions, mais si vous avez des questions, on peut commencer maintenant, sinon on continue nous. Mais est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors je vais vous donner le micro. Du coup, sur quel point de vue vous avez abordé le livre, enfin les livres de Tolkien, quelles sciences vous avez regardé dans le livre? Quelles sont les sciences qui en ressortent? Alors, toutes, ça serait faux et pompeux de le dire. On n'a pas la prétention d'être exhaustif tellement il y a de disciplines scientifiques actuelles dans le monde. Mais on a essayé de faire un petit peu de SHS, sciences humaines et sociales, d'histoire évidemment, de linguistique. On a fait aussi un petit peu de SVT, sciences de la vie et de la terre, ou sciences naturelles au sens large. Donc on a parlé de géologie, mais il y a aussi des collègues ornithologues ou d'autres paléontologues qui ont travaillé sur Smaug et Glaurung, parce qu'il n'y a pas que Smaug dans l'univers de Tolkien, en ce qui concerne les dragons bien sûr. Il y a des botanistes qui nous proposent en fait une carte des différentes zonations des plantes qui sont extrapolées et décrites à certains endroits par Tolkien, bien sûr, au cours des différentes péripéties des différents personnages. En ce qui concerne les sciences physiques, on a des chimistes et des métallogénistes qui ont planché sur l'anneau. Avec Roland Lehoux, on a essayé de mieux comprendre la vue, l'ultravision chez les elfes et le principe d'invisibilité. Donc on a essayé d'être le plus large possible, mais il manque beaucoup de disciplines scientifiques encore. On pourrait sortir un deuxième tome, illustré par le collègue à ma gauche, et ça serait encore top. Et en rajoutant de la philosophie avec Ryan Chaillan qui apporterait d'autres éléments. Y a-t-il... Très gentil. Une autre question, profitez-en, vous pouvez même poser des questions existentielles tant que vous restez dans le sujet. Bon, c'est pour William Simpson. Je la fais en français. Quelle a été la scène la plus intéressante et la plus fun en fait à dessiner dans Game of Thrones? Difficile. You know, I mean, the scenes in Game of Thrones are all kind of interesting because it's not necessarily, right, if I was doing a comic strip, I would be inventing images that are my idea of the best dramatic way to do something or the funniest way to do something or so on. But within Game of Thrones, you're actually fulfilling a director's perspective. So you're kind of following orders most of the time. And then it really just becomes like a drawing job that you're interested in. But, you know, whether it's a battle or talking heads or a dragon flying, it's all very much a job. So for me, the couple of scenes that I got to do where the directors weren't in town and they asked me to come in and solve problems,
are probably my favorite scenes because the directors actually liked what I'd drawn so much that they said they were going to shoot it as it was. So Jon Snow's ice wall climb, which where I had to work out how that whole sequence would work with all the different characters, and with the idea that this ice wall was this giant ice wall when all we had was this little thin strip of a wall, and we didn't have 500 feet of a wall either. We had like, I don't know, 20 feet of a wall. So the point is that when you're using your imagination to make that super dramatic and keep it really, really interesting, so that you're pulsing when you're watching it. You're wanting to make sure that everybody seeing that piece of work will actually get involved with the climb that Jon's doing. That was a really good scene. That was a great scene because of the fact that they then shot it as I draw it, which is super. En fait, quand je fais de la bande dessinée du comic book, en fait, je suis un peu le réalisateur et donc je fais absolument, c'est ma projection la plus pertinente d'un moment dramatique. Mais je maîtrise absolument tous les éléments. Or, il se trouve que moi je suis surtout au service du réalisateur. Et par conséquent, je vais adapter sa vision. Donc ça devient un boulot de dessin de commande, un peu comme n'importe quel autre. Je vais simplement essayer de faire au mieux pour coller à sa vision, à lui. Donc que ce soit une grande scène de bataille ou une scène intimiste, de toute façon, c'est un petit peu la même chose pour moi. En revanche, ce que j'ai préféré, c'était le moment où le réalisateur n'était pas là, pour une raison ou pour une autre. On le faisait venir pour gagner du temps et donc essayer de résoudre des problèmes pour des scènes données. Or, peut-être ma préférée à ce moment-là, c'était lorsque Jon Snow escalade le mur de glace. Parce qu'il faut à la fois déjà, en termes de décor, c'est censé être un mur qui fait 250 mètres de haut, enfin bon, qui est lent. Et en fait, le décor que vous avez sur le tournage, c'est un mur de 10 mètres, dont il faut se servir pour tous les plans. Donc, il faut essayer de projeter ça, de créer une rythmique, de telle sorte que le spectateur, en voyant Jon Snow escalader le mur de glace, ait peur pour lui, se prenne pour lui, s'identifie, et à chaque moment où en fait il est en train d'escalader les mêmes 10 mètres sans arrêt ou autre, se dire est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il doit y avoir un vide incroyable sous lui. Voilà, enfin créer cette intensité dramatique de rythme, de tension, de suspense, et c'est probablement ce que je préfère faire, et cette scène-là était vraiment bien. One other thing, just one thing, right? Okay. there's another little moment in Game of Thrones that I really, really like because it's because of the involvement. The fact that you actually throw yourself into solving problems within it. And there's that little moment. I don't know how many of you saw the funeral barge, that goes out into the lake, and the idiot. Kind of nephew is firing his arrows at the barge, and he keeps missing. So here's this barge floating further and further away. He keeps firing arrows, they keep missing the barge. And you then have the blackfish comes out and pushes him aside and takes the bow and fires his arrow straight towards the barge. He turns round before it's even hit the barge, walks off, knowing that his arrow is hit. So when I read that, and when I got into drawing it, I suddenly realized there's something missing here. Because I got my instructions about, the different frames, the different shots that should be in this sequence. And I suddenly thought, what makes the blackfish so important? How is he so good at this? That he's able to go out, shoot an arrow, turn around and walk away. What knowledge does he have that his nephew doesn't? And I suddenly thought, well, he would look at where the wind is. He'd see where the wind was blowing. So I drew in this little sequence of it's like 2 or 3 extra frames that show him looking up at the pennant that's flying in the air. And then he fires his arrow, and then he turns around and walks away because he knows exactly where that arrow is going to. And when I offered that up to David and Dan, they realized this was good. This was a really good idea. So they've kept it in.
that episode. And it's little things like that that made Game of Thrones really special to me, because, you know, your input was necessary, but also the fact that you had to think about it so much that you had these little things, that it was always there in your head. So the imagination stayed there. Il me semble bien. Pardon, une scène un peu... Ah, là, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Un peu moins spectaculaire, en fait, que l'escalade du mur de glace. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celle où il y a ce vaisseau funéraire avec, donc, qui est un petit peu à la mode des Vikings, voilà, part sur le lac, et il y a le neveu d'Emile qui tire flèche sur flèche, qui rate, qui n'arrive pas, puisque le but c'est de tirer une flèche enflammée qui vient allumer le bûcher funéraire. Et ce crétin rate non-stop. Et ensuite arrive le Blackfish, qui est, je connais pas le nom en français, je regarde. Le silure, pardon, le silure, merci. Je regarde la série en anglais, donc désolé. Donc le silure arrive et d'un air méprisant, il toise le neveu, il décoche sa flèche et avant même de voir le résultat, il s'est déjà retourné, il est déjà reparti et il sait que sa flèche va allumer le bûcher funéraire. Et je me suis posé la question pour savoir comment exactement, pourquoi est-ce que le silure avait cette connaissance, qu'est-ce qu'il avait comme avantage, qu'est-ce qu'il avait comme connaissance empirique ou scientifique ou philosophique ou autre, qui est qu'en fait, qui lui donne cet avantage et qui sait qu'il va toucher sa cible. Et je me suis dit, quel élément dramatique est-ce qu'on peut, narratif, on peut ajouter? Et je me suis dit, en fait, il connaît, c'est quelqu'un qui maîtrise la direction du vent. Lorsqu'on est archer ou quand on tire, voilà, il faut tenir compte du vent. Et donc j'ai intégré 3 plans supplémentaires où on le voit simplement regarder un fanion qui flotte dans le vent. Et donc, en ayant regardé ce fanion, là, il va tendre son arc et il va tirer, il connaît déjà effectivement le résultat. Et c'est et là, quand les showrunners ont vu que j'avais rajouté ça, ils se sont dit mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc il y a à la fois cette attention au détail dans une série comme Game of Thrones, très populaire, et le fait que mon travail va être pris en compte comme un élément déterminant de la narration et va être donc filmé, va apparaître à l'écran. C'est ça que l'une des choses que j'ai préféré faire sur Game of Thrones. J'avais une question, si je peux, pour vous. Parce qu'on a vécu un événement quand même de scoop mondial, puisque vous nous avez confirmé que George Martin avait bien décidé les moments principaux, hein, Bran, Daenerys, etc. Donc je me dis, poursuivant le buzz sur les réseaux sociaux, est-ce que vous auriez dessiné des scènes qui n'ont jamais été portées à l'écran ensuite, enfin qui étaient coupées au montage et qui pourraient apporter un éclirage sur certains personnages qu'on adore? Did you ever draw scenes that were left out, that were cut out actually, and that could give us essential elements on the various characters and the drama? I never had the time. No. The thing is, there's a couple of things. Just I think there's 2 scenes that I drew that are in the first storyboarding book that they brought out. One was a scene with Ned dreaming of his father being burned at by the evil king, and I had drawn that up, and they only filmed part of it. Mostly because it was too difficult to set up a fire pit in the backlot where they were going to shoot it, and it was going to be dangerous, so they didn't do it, I think. And then there was another scene, but it's nothing. Yeah, it's nothing major. And the thing is, everything that I drew pretty much appears in the TV series, and you know, I can't imagine there's any extra insights from that. The big thing would be to have David and Dan here and be asking them about their dealings with George, because I'm only assuming that George, gave that information because he gave a lot of other information, and David and Dan were so respectful of what George had done that even
then anticipating what he was going to do, because obviously he hasn't written the books. So the thing is, we are still trapped in the world that is George but not George. So. Alors en fait, de toutes les scènes, il n'y a eu que 2 scènes au total hein, que j'ai dessinées, qui ne sont pas apparues dans la série. Il y en a une qui l'a été partiellement, c'est la scène où Ned, avant d'être décapité évidemment, rêve de son père en train de brûler sur le bûcher, et ça n'a pas été tourné tel que je l'avais dessiné pour des raisons simplement pratiques, c'est qu'il ne voyait pas comment allumer un bûcher funéraire dans le backlot, dans l'arrière, la partie du studio, où ça risquait vraiment d'être dangereux, de déborder complètement, de brûler le cast, donc c'était pas possible. Non, sinon ce qui serait vraiment intéressant, c'est de faire venir les showrunners, voilà, pour la prochaine émission peut-être, David et Dan, pour voir comment eux interagissaient avec George R. Martin, parce que évidemment à un moment, voilà, il avait fini tout ce qu'il lui avait écrit avait été tourné, et donc il fallait continuer. Et David et Dan étaient extrêmement respectueux du matériau d'origine de George R. Martin, mais forcément, on s'est retrouvés tous coincés dans un monde qui est à la fois celui de George R. Martin, mais pas, puisque extrapolé malgré ses instructions générales. Mais comme il n'a pas écrit pour l'instant, donc on ne peut pas savoir ce que ça donnerait. Eh bien voilà, le temps qui nous était imparti est terminé. Vous pourrez continuer la discussion avec les auteurs au salon à leur table, vous faire dédicacer livres, etc., etc. Merci à vous et juste une chose, pardon, que j'ai oublié de dire tout à l'heure parce que j'ai une mémoire bizarre, ça m'est revenu après, que en fait le storyboard sert aussi à d'autres choses, déterminer comment utiliser les effets spéciaux. Et aussi un argument qui est quand même important, montrer aux producteurs ceux qui vont voir, ce qui va leur permettre de dire oui, de financer la série et d'y aller. Excusez-moi pour ce petit oubli tout à l'heure. Merci. Merci. D'accord.